Merci Françoise. Bonjour à toutes et à tous. Oui. Merci de m'avoir conviée. Je suis ravie par ailleurs de vous accueillir dans nos couloirs, dans nos locaux au Musée du Louvre. Donc Françoise a eu la gentillesse de me présenter. Il se trouve qu'en effet, le Musée du Louvre est le troisième musée dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler, puisque j'ai commencé ma carrière de conservateur au musée du Quai Branly. C'est comme ça que j'ai rencontré Vanessa Ferrer, en l'occurrence, on s'est croisés dans cette carrière précédente. Et aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler du musée du Quai Branly, mais en revanche, vous donner deux exemples autour de la problématique de la place de la collection dans le musée, des deux musées dans lesquels j'ai travaillé par ailleurs, en commençant par le musée du Louvre et en terminant par le Musée national de l'histoire de l'immigration, qui est une institution qui est souvent moins connue et qui présente des caractéristiques de modèle muséal un peu originales, et c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler aujourd'hui. Donc mon intervention va surtout s'orienter autour de la problématique, en effet, de la façon dont la stratégie d'un musée national prend en compte la collection et de la place de la collection dans les projets scientifiques et culturels. Vous en aurez deux autres exemples après, et notamment ma collègue Dominique de Fonréau vous parlera de son écriture du projet scientifique et culturel du musée de la Croix. Là, je pense que ça a été abordé ce matin, en effet, sur la particularité française et de tout l'intérêt de faire ce séminaire sur cette problématique de la collection dans les musées en France. Comme vous le savez, contrairement à beaucoup de définitions, en particulier aux définitions internationales des musées, la collection est dans le Code du patrimoine, ce qui régit les musées en France, le cœur de l'activité du musée, le cœur de la définition des métiers du musée, le cœur de la façon dont le musée se construit. Ce qui fait que nous avons effectivement dans les musées français des stratégies qui se construisent autour des collections, dans la plupart des cas. Et ces stratégies se définissent dans ce qu'on appelle en administration des musées français les projets scientifiques et culturels, qui sont des documents contractuels que les musées, quelle que soit leur tutelle, écrivent, qui sont la façon, le document existant qui permet de définir l'identité du musée. Donc on est au cœur de votre sujet d'aujourd'hui. Je pense que vous avez un exemplaire du projet scientifique et culturel du musée du Louvre. Je vous en fais passer un autre que je récupérais puisque c'est mon exemplaire personnel. Ça vous donnera aussi voilà, l'idée de ce dont on parle. Donc, je voudrais aborder assez vite deux de ces expériences dans comment parler autour de la collection dans un projet scientifique et culturel. Pourquoi le projet scientifique et culturel du Louvre? Et donc, ce sera mon cas entre guillemets classique, avec une application très à la lettre de ce que c'est de la définition de l'identité d'un musée. Alors, première réserve, évidemment, j'ai mis des guillemets à classique parce que le Louvre n'est pas du tout un musée classique. Ça ne vous aura pas échappé, mais dans l'élaboration de la stratégie du musée, la définition du projet scientifique tel qu'il a été fait, on est vraiment dans une logique classique de la collection placée absolument au cœur de toute la définition du musée, et c'est amplement justifié dans ce musée. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il se trouve que c'est entre autres pour écrire le projet scientifique et culturel du Louvre que j'ai été recrutée ici, et donc sous la coordination bien évidemment du président-directeur et de l'ensemble des directeurs de départements et de directeurs des directions de l'époque. Ce projet scientifique a été rédigé tout récemment, puisque c'était en 2014-2015. Il a été présenté en même temps que celui du musée de la Croix, dont Dominique vous parlera, à la commission scientifique des musées nationaux, qui est l'instance de validation de l'ensemble des projets scientifiques et culturels des musées, sous la conduite donc, de la directrice des musées de France en début 2015, après donc, un long processus d'écriture, de définition, de tout simplement définir, exercice extrêmement compliqué que l'administration demande, mais qui a de grandes vertus, de définir l'identité d'un musée comme le Louvre en à peu près, je ne sais pas, ça doit faire 250 pages, quelque chose comme ça. Si vous l'ouvrez et que vous voyez le sommaire, vous verrez que le mot collection, ça serait intéressant de faire une recherche que je n'ai pas faite. Il doit y en avoir un par ici. Ah voilà. Ouais.
Je pense que le mot collection doit être le mot le plus utilisé à part les conjonctions de coordination et autres outils grammaticaux dans le PSC du Louvre. Il est très révélateur à cet égard, en effet, de la place qu'on accorde aux collections dans un musée français. Évidemment, là encore, on ne parle pas de n'importe quelle collection, on parle de la collection nationale, on parle des collections nationales et universelles confiées au musée du Louvre, donc c'est amplement justifier la place de la collection. Mais je voudrais juste donner quelques idées de la façon dont ce document a été pensé par le président-directeur et rédigé par l'ensemble des équipes de direction et des équipes du musée, puisque ça a été un projet aussi très collaboratif. Je dirais que ce qui définit la place de la collection dans ce projet scientifique et culturel, et donc dans la façon dont nous pensons nous-mêmes l'identité du Louvre, c'est l'idée que la collection est un pivot. C'est vraiment une place centrale au sens propre, c'est-à-dire que la première partie du projet scientifique et culturel tourne autour des 4 atouts du musée, que sont les collections, le palais en lui-même, les publics bien évidemment, et les équipes du musée, et donc avec en fait tout se retrouvant autour des collections. Je pense que Françoise Mardrus vous a expliqué tout à l'heure l'enjeu aussi dans notre palais non construit pour être un musée, et qui en fait, on a coutume de dire que ce palais du Louvre et de toutes ses utilisations a en fait été entre guillemets mangé au fur et à mesure par un musée, qu'au fur et à mesure, depuis l'arrivée des collections royales, en fait, l'histoire de l'architecture, et Françoise vous a certainement raconté ses expériences précédentes, on ne parle que depuis l'ouverture du Muséum central d'une place grandissante des collections sur le politique, en l'occurrence, puisqu'on parle d'un palais royal devenu musée, et ensuite tout au cours du 19e siècle, de collections qui s'accumulent, qui arrivent, de musées qui s'ouvrent dans le musée. On a tous ces musées du 19e qui arrivent au Louvre, qui voilà, jusqu'à mangent des espaces, conquièrent le palais. C'est une vraie conquête de la collection architecturale, et l'histoire du Louvre est pleine de ces moments-là. Le dernier étant évidemment le Grand Louvre, où finalement, de notre point de vue, c'est la grande victoire de la collection sur l'espace politique du musée, puisque le Grand Louvre permet la conquête par les collections nationales des espaces du ministère des Finances. Donc il y a vraiment cette inscription, et c'est quelque chose qui est que le président-directeur, Jean-Luc Martinez, a souhaité aussi nettement marquer dans le projet scientifique et culturel du musée, qui raconte cette histoire, les grandes étapes, très rapidement. Alors ça vous sera beaucoup plus détaillé dans l'ouvrage que vous avez devant moi sur les 3 volumes sur l'histoire du Louvre, donc Françoise Mardrus a été l'une des coordinatrices. Il y a vraiment cette histoire, la collection, elle est pivot parce qu'elle définit aussi toute l'histoire de notre musée, et de ce point de vue-là, le Louvre est très symbolique aussi de la façon dont la collection est au cœur finalement de la façon de penser le musée. Deuxième point très important et qui est très prégnant dans notre façon aussi de décrire le PSC et de présenter le musée, c'est l'idée de la rencontre entre les collections et les publics. C'est vraiment le cœur de la politique des publics, et telle qu'elle est définie dans un chapitre entier du musée du Louvre, et vraiment sur cette idée, là c'est vraiment un copyright Jean-Luc Martinez depuis son arrivée à la tête du musée du Louvre, de cette idée que le rôle du Louvre est de favoriser la rencontre entre les collections et ses publics. Et il est vrai que ça, du coup, sous-tend une grande partie des activités de l'établissement, de manière parfois très concrète, parce qu'on est aussi dans une logique de travaux, là aussi, de manière à améliorer en permanence la façon très concrète de montrer les collections au Louvre. Ce sont des enjeux très importants. Le musée est énorme, le musée vieillit par obsolescence technique aussi. Et donc, c'est vrai que les rénovations de salles, l'amélioration de la compréhension à la fois matérielle et intellectuelle des œuvres est absolument au cœur du projet du Louvre. Quand je dis matériel, il y a vraiment de l'ordre des travaux qui sont toujours tournés autour de l'idée de donner plus de place, montrer mieux les œuvres. Et vous verrez, si vous revenez régulièrement au Louvre depuis 2 ans et que vous continuez à venir dans les années qui viennent, en fait, on est en permanence en travaux de rénovation des salles pour aussi que les salles collent
à une certaine actualité scientifique. Et là, on est toujours sur cette idée d'être toujours au plus près de la collection. Et puis, compréhension intellectuelle, dans la mesure où l'un des grands axes aussi des musées d'aujourd'hui, et en particulier de celui-ci, c'est la médiation et d'être toujours dans une logique de refonte de la médiation. Vous verrez que l'établissement s'est lancé là aussi depuis 2 ans dans une refonte de tous les cartels, panneaux de salle, de manière à arriver à une harmonisation des discours, une harmonisation aussi des vocabulaires. Dans un musée comme le Louvre, parler de collections qui vont des antiquités orientales jusqu'à au moins 1848, même si même on va parfois un peu plus loin, arriver à parler avec un vocabulaire à la fois compréhensible et en même temps scientifiquement juste d'une collection aussi variée, c'est un vrai enjeu de médiation, d'arriver effectivement à changer ça. Ça va aussi dans une logique de traduction, et là aussi on est toujours dans l'idée de voilà, la problématique de changer la médiation, de l'améliorer, vraiment dans une logique de favoriser la rencontre entre des collections qui sont très vastes, parfois pas très simples, encore une fois, voilà, avec des collections aussi, même si elles peuvent sembler, pour vous qui êtes étudiants en histoire de l'art, en muséologie, assez simples, elles ne le sont pas, elles le sont peut-être même de moins en moins pour un public qui n'a plus les codes forcément de lecture, y compris de l'histoire de l'art occidentale, et un enjeu du coup aussi de parler d'autres langues au sens propre. Notre fréquentation est à 70% au moins constituée de touristes, de gens qui ne sont jamais venus. C'est un enjeu très important d'arriver à faire passer très très vite, en quelques lignes, le message d'une œuvre, aussi complexe soit-elle. Et c'est vraiment cette notion du coup dans la définition de la stratégie de toujours partir de l'œuvre et d'arriver au message qu'on veut lui faire transmettre. Dans le projet scientifique et culturel, et je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là, parle aussi bien évidemment énormément de favoriser cette rencontre entre nos collections et le public à travers la politique scientifique au sens large, que ce soit les expositions, ça va de soi, la politique de recherche. C'est aussi dans ce cadre-là que ce centre a été voulu par le président-directeur avec une rénovation de cet espace, dans l'idée de favoriser aussi voilà, des échanges comme celui que nous avons aujourd'hui, mais aussi de favoriser un contact plus facile d'accès pour des amateurs, pour un public qui serait en recherche d'informations, et d'arriver à avoir le plus d'espace de bibliothèque possible dans le musée, d'avoir une politique de recherche aussi qui favorise l'explication de nos collections, favorise tout ce qui est, voilà, ça c'est très classique entre guillemets, et bien évidemment, et là encore, je suis encore dans le plus classique, et dans mon métier de conservateur, il va de soi que toutes les problématiques qui sont là dans l'inscription de nos métiers de conservateur autour de la collection, à savoir les acquisitions, les inventaires, le récollement, la conservation préventive, sont une énorme partie de notre projet scientifique et culturel. Ça ne vous étonnera pas, et voilà, si vous le regardez, vous verrez un peu le sujet. C'était donc, voilà, sans doute des choses très banales, mais c'était la première fois quand même que le Louvre inscrivait aussi noir sur blanc dans un document stratégique son identité à un moment donné, avec aussi une volonté délibérée de dire voilà, c'est ça aujourd'hui, entre 2015 et disons 2020, 2025 peut-être, le musée du Louvre se définit comme ça. Un projet scientifique et culturel a vocation à être actualisé pour diverses raisons, nouvelle demande de la tutelle ministérielle, nouveaux enjeux, donc c'est tout à fait probable que ça soit amené à évoluer. Je ne pense pas que ma présentation dans 10 ans serait exactement la même chose, et on peut s'attendre à ce que ça évolue. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tant que la définition du musée en France n'a pas changé, je pense que la place de la collection serait la même dans ce musée. J'en passe à mon autre exemple, qui est quelque chose que j'ai appelé un cas limite, parce que c'est en fait un petit peu l'exact inverse dans mon expérience, et de manière générale c'est un cas assez particulier en France, qui est donc le cas du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui est un musée que vous connaissez peut-être ou plus probablement pas, qui a ouvert en 2007, qui a dans le palais de la Porte Dorée, donc qui a succédé au musée des Arts d'Afrique et d'Océanie au sein du palais de la Porte Dorée, et donc où j'ai eu l'occasion, pendant presque 3 ans de travailler en tant que secrétaire générale et directrice du patrimoine.
Pourquoi un contrepoint et pourquoi même un cas limite? Parce que c'est le seul musée national, et de manière générale c'est assez rare même dans les musées de France, qui a été créé sans collection. Ce musée, et c'est très très original en France, et c'est pour ça que je voulais un peu aller jusqu'à ce cas aujourd'hui. Alors, ça n'étonnera pas les Québécois ou québécophiles ici présents. C'est un musée qui, comme d'autres, en particulier comme le musée des Confluences, mais qui lui a récupéré une partie de collection, le musée de l'immigration a été pensé très en miroir des modèles de musées québécois de civilisation, modèles bien connus. Et toute la difficulté de ce musée quand il a été créé commencé à être pensé à partir des années 90, puis vraiment créé dans les années 2000 en préfiguration, ça a été de se dire finalement comment rapproche-t-on un peu ce modèle de musée de société venu plutôt de la muséologie québécoise, donc d'un musée de discours et d'un musée vraiment où le discours prime. Comment le rapproche-t-on du modèle du musée français sur lequel la collection prime? Et là, on est vraiment du coup dans l'exact inverse d'un pur point de vue administratif, mais aussi d'un point de vue intellectuel, qui est qu'en fait, dans le cas du Musée national de l'histoire de l'immigration, le discours et l'idée du musée étaient premières par rapport à la constitution de sa collection. Quand je dis le discours et l'idée du musée, je vous l'ai dit, ce musée ouvert en 2007 dans des conditions épouvantables, quasiment sans moyens et dans un contexte politique on ne peut plus désastreux, ce qui lui a valu du coup de ne jamais être réellement inauguré avant 2014. Et dans un contexte où c'était un musée de l'immigration voulu par le président Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin après le 21 avril 2002. Vous êtes peut-être trop jeune pour vous souvenir du choc émotionnel que ça représentait, mais c'était l'une des mesures pour favoriser l'intégration et la compréhension, essayer de lutter contre la xénophobie et les votes politiques, Front National en l'occurrence. Et donc une décision consensuelle politique, Jacques Chirac, Lionel Jospin, de créer un musée qui raconte l'histoire de l'immigration en France, qui raconte la constitution de la nation française vue du prisme de l'immigration, et donc en remontant jusqu'à la Révolution française avec un comité d'historiens. Vous savez qu'on a une grande tradition d'histoire sociale et d'histoire de l'immigration en France, donc avec Gérard Noiriel et un certain nombre de ses élèves, un comité scientifique qui invente un musée sur la façon de raconter cette histoire-là, et là avec un modèle très prégnant qui est encore aujourd'hui le modèle absolu en matière de musée d'histoire de l'immigration, qui était Ellis Island. Parallèlement, et je vous raconte ça justement parce que le discours est très 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 important dans ce cadre-là, parallèlement, une demande très très forte de la société civile. Vous savez que les milieux associatifs dans ce domaine sont très importants en France, et en fait le musée de l'immigration est donc à la fois l'héritier de cette décision politique et cette décision d'histoire, de raconter l'histoire, et d'une demande de la société civile qui elle a même en France une ancienneté encore plus importante, puisqu'elle était portée par de nombreuses associations et collectifs d'associations depuis 1984. 1984, c'est la date de ce qu'on appelle la marche des beurs, et donc première grande revendication, après là aussi des actes racistes et une demande de reconnaissance de cette partie-là de la société française qui dans les années 80 se sentait à raison très mise de côté. Il y a une convergence de ces demandes dans les années 2000 qui font qu'un établissement de préfiguration est créé. Je vous fais passer ceci, un document officiel, documentation française, donc qui était le rapport de mission de préfiguration du Centre de ressources des mémoires de l'immigration, donc écrit par Jacques Toubon qui était le président de la mission de préfiguration, et puis deux livres que je peux vous laisser pour l'après-midi qui sont le guide de la collection et le premier numéro de la revue du musée qui raconte justement la constitution de sa collection. Donc se crée cette demande qui converge autour finalement d'une décision de l'État de créer un musée de l'immigration qui a le malheur d'avoir, comme tous les projets muséaux français, un peu de retard et d'ouvrir après les élections présidentielles de 2007 en plein débat sur l'identité nationale. Bon, c'est raté, ce musée a failli fermer, c'est l'un des très rares cas d'un musée national qui a failli fermer après son ouverture, plusieurs fois, que Jacques Toubon, ça c'est mon avis personnel, a sauvé réellement, par son engagement personnel, par le fait qu'il y avait une communauté historienne qui suivait derrière.
Longue histoire de création d'un discours, très très fort enjeu politique, très fort enjeu social, très fort enjeu sociétal. Enfin, on est au cœur de la vocation sociale du musée. On est au cœur aussi d'un modèle de musée qui a vraiment un ancrage dans le contemporain. Le problème, c'est que ce musée ouvre dans un lieu où il n'y a plus rien. Le palais de la Porte Dorée, avec tout son discours par ailleurs qui n'a pas aidé non plus à s'approprier le projet du musée, avec l'histoire coloniale du palais. Bon, ça, ce qui fait que ça a une autre polémique qui s'ajoute aux autres. Et surtout avec plus du tout de collection, puisque les collections du Mao avaient rejoint légitimement les collections du musée du Quai Branly. Et donc c'est le seul cas où en fait, il a fallu, l'équipe scientifique est arrivée donc un peu avant l'ouverture, sous la direction d'Hélène Lafont-Couturier, donc d'une petite équipe dont vous trouverez le descriptif dans le guide, créer une collection pour raconter l'histoire de l'immigration, pour raconter 2 siècles d'histoire d'immigration en France. Et c'est un cas très intéressant à étudier de ce point de vue-là, parce que ça montre aussi que c'est possible, y compris en France, dans un modèle français. Alors, juste une question préalable, et qui est un peu le cœur de votre sujet d'aujourd'hui, c'est finalement pourquoi on était obligé de créer une collection. On aurait très bien pu faire, et d'ailleurs la mission de préfiguration parlait d'un centre de ressources sur l'histoire de l'immigration. Pourquoi finalement on va jusqu'au musée? Alors, et c'est très très révélateur à mon avis de la position française dans ces cas-là, pour 2 raisons. Une qui est administrative, qui est que le musée finalement est ce qu'on sait faire. Qu'on sait, voilà, ça existe, on sait faire, ça a une structuration, ça a une reconnaissance juridique, beaucoup plus en France que ce qu'on appellerait un centre d'interprétation, par exemple. On n'a pas du tout une culture à l'état du centre d'interprétation nord-américain. Du coup, c'est vrai que c'était une solution de facilité. Ça, c'est le point de vue administratif. Il y a quelque chose de beaucoup plus important en l'espèce et qui fait le lien avec cette problématique du récit, c'est que c'était aussi très important pour les gens qui voulaient créer ce musée, et en particulier pour la partie société civile, parce qu'ils voyaient dans le musée et dans la patrimonialisation du musée qu'offre la collection le vrai signe de reconnaissance. Et c'est-à-dire que, et encore aujourd'hui, quand vous discutez avec les associations en particulier qui ont voulu la création de ce musée, pour eux, aller jusqu'à la création d'un musée comme l'archétype justement de l'institution patrimoniale qui reconnaît la mémoire, et y compris de pouvoir donner des choses à eux qui racontaient leur propre histoire, et de savoir que ça entrait dans les collections d'un musée, que c'était inaliénable, que le musée ne pourrait pas les revendre, que c'était vraiment donné à l'État. C'était une valeur symbolique extrêmement forte. Et du coup, en fait, côté administratif, entre guillemets, simplicité administrative et une vraie notion symbolique, on fait que finalement l'option du musée s'est imposée très vite, et donc il a fallu, pour aller jusqu'au bout de la démarche et être considéré comme un musée au sens de la loi française, créer cette collection et écrire complètement un projet scientifique qui parte du récit qu'on avait envie de raconter pour arriver à ce qu'on allait montrer, ce qui est absolument tout à fait le cas effectivement renversé de la façon dont on pense d'habitude le musée. Enfin, je caricature un petit peu, mais c'était vraiment pour le coup quelque chose d'assez nouveau. Vous verrez dans le numéro Hommes et Migration qui circule, il y a donc toutes les propositions qu'ont faites à l'époque les membres de l'équipe scientifique pour créer cette collection, qui a été définie selon 3 axes pour raconter au mieux cette histoire, qui était d'une part un axe entre guillemets assez évident, la création d'un parcours et d'une collection historique, beaucoup basée sur des photographies, sur des achats de photographies donc quand elles existent, beaucoup basée aussi sur l'empreinte de documents d'archives de manière générale. Un deuxième axe qui était plus original, et qui est celui qui, à mon avis, est à la fois le plus intéressant et le plus difficile encore aujourd'hui à faire vivre dans ce musée, qui est un axe très fort axé sur l'art contemporain, en considérant qu'il y a énormément d'artistes contemporains partout dans le monde qui travaillent de plus en plus, c'était déjà le cas dans les années 2000, sur la migration, sur l'exil, voilà, sur l'hybridation parfois, on dit aussi certains. Et donc il y a une vraie démarche du coup de parler de la mixité, de parler de l'exil, de parler de l'immigration à travers l'art contemporain, ce qui a été parfois assez difficile à faire accepter. Et quand j'ai quitté l'établissement, c'était encore le cas. Et un troisième axe, et je vais m'arrêter là-dessus, qui était un axe ethnographique, là aussi peut-être le plus original de l'établissement, puisqu'en fait, pour répondre vraiment aussi à la préoccupation des gens qui voulaient ce musée, a été créée une collection ethnographique basée sur le don. Et c'est assez rare, alors c'est vraiment quelque chose
qui est pas nouveau. C'était pas nouveau puisque c'était hérité évidemment de ce point de vue-là des musées d'ethnologie, des musées d'ethnographie, y compris ce qu'on appellerait dans un jargon franco-français un peu une tendance art et tradition populaire des musées, mais c'était vraiment revendiqué à l'époque par Fabrice Grognet, qui a aussi qui est ensuite parti au Musée de l'Homme et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, de faire quelque chose de participatif. Et donc a été créée une galerie des dons, qui est un espace très intéressant que je vous invite à aller voir, vraiment basé sur un appel à dons qui est régulièrement renouvelé auprès du public, auprès des associations qui sont vraiment le réseau actif de ce musée, de donner un objet et d'enregistrer évidemment le discours qui va avec, c'est-à-dire don d'un objet, enregistrement de l'archive orale, pour raconter de manière très personnelle des histoires de migration. Et donc là, on est vraiment dans l'articulation entre un parcours historique très macro-historique sur les grandes vagues de l'immigration en France qui sont connues en gros depuis le début du 19e, articulé avec des histoires personnelles, des histoires de parcours individuels, là aussi qui sont un modèle muséal assez connu venant d'Amérique du Nord et qui du coup voilà, il se trouve par ailleurs, ça a été assez difficile à monter pour l'équipe, il se trouve par ailleurs que c'est un espace encore aujourd'hui qui est très apprécié et que c'est finalement par cet espace qui allait peut-être assez loin dans le contre l'idée originelle du musée, même y compris du musée de l'immigration tel qu'il était construit, que finalement la Cité de l'immigration a trouvé son identité de ce lien avec les gens qui avaient voulu porter ce musée. Voilà, je suis très en retard, y compris pour ma propre réunion qui suit, donc je vais m'arrêter assez vite. Mais voilà, je trouvais que c'était un exemple intéressant qui montre aussi en conclusion peut-être que finalement, la loi française a l'avantage de poser un cadre, surtout elle a l'avantage, c'est très important de le garder en tête, de définir nos pratiques professionnelles, de définir les métiers, de définir à la fois de tous les métiers, que ce soit les conservateurs, les restaurateurs en France qui sont des métiers très réglementés et c'est sans doute une bonne chose, de définir évidemment tous les métiers qui sont autour de la documentation, des inventaires, du récollement. Donc la loi a absolument, le Code du patrimoine a absolument cette vertu, mais que finalement le cas du musée de l'immigration, et il y en a d'autres, on pourrait aussi discuter voilà, effectivement de certains musées qui sont, peut-être que mon successeur en parlera un peu, c'est les musées qui sont finalement à la jonction entre plusieurs cultures muséales, ce qui est exactement le cas du musée de l'immigration, c'est-à-dire à la jonction entre un musée de civilisation, un musée d'ethnographie, enfin, dès qu'on commence à définir des modèles muséaux qui sont un peu transtypologie, si on peut dire, on voit que finalement la place de la collection reste très importante, mais que la façon d'utiliser la collection, y compris de parfois pouvoir sortir un peu du cadre et d'aller jusqu'à construire complètement une collection de musée pour son récit est possible, même si voilà, le cas pour le coup du musée de l'immigration est sans doute le plus pousse le curseur le plus loin, avec la limite quand même qu'effectivement c'est parfois été un exercice un petit peu artificiel, puisque c'est pas toujours facile et d'avoir la collection qui est exactement le récit. Et par ailleurs, ça pose quand même la question que l'équipe a toujours gardé en tête de ne pas tomber dans la pure et simple illustration du discours, parce que, et pour éviter du coup effectivement que les œuvres, et en particulier quelles que soient les archives ou les créations contemporaines, ne puissent être qu'interprétées que comme un discours. Mais donc c'est là peut-être que la question de la collection se pose le plus, c'est-à-dire quelle est la part de l'objet par rapport au discours. Et là on rentre dans les débats qui dépassent complètement mon intervention et sans doute le cadre de ce séminaire. Voilà, je vous remercie beaucoup, pardon, j'ai été un petit peu longue, je ne sais pas si vous avez deux questions. Merci en tous les cas, Anne-Solène. Quelle est la profondeur historique du musée? Où commence l'immigration dans ce musée? Elle commence, c'était Gérard Noiriel en fait et le comité d'histoire ont décidé, Patrick Veil en particulier, de la faire commencer à la Révolution française, en considérant qu'on ne pouvait parler, ça c'est une question de vocabulaire, d'historien, du social, qu'on ne pouvait parler d'immigration qu'à partir du moment où la nation existait. Et donc en considérant qu'il faisait commencer l'histoire de l'immigration en tant que telle, et ça c'est vraiment
ils sont tous sur cette ligne-là, y compris les anglo-saxons visiblement. Donc en France, ça commence après la Révolution française, parce qu'avant, les frontières nationales sont trop floues pour parler réellement d'immigration, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements de population, mais là vraiment sur la question d'immigration, ils sont du coup dans des raisonnements de nationalité, donc Révolution française jusqu'à demain, ça c'est sûr. C'était sans, comment dire, prendre en compte le ressenti des reines de France qui venaient soit d'Italie, soit d'ailleurs, voilà, et qui se déshabillaient totalement à la frontière, en tout cas pour l'une, et qui rentraient dans un nouveau monde. Ça aussi, c'est de l'immigration, et peut-être cela aurait été bien de mettre en balance des immigrations à ce niveau-là, sociétal, je veux dire, et puis d'autres immigrations plus nécessaires, je dirais, au sens vital. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que tu disais, notamment, c'était passionnant, mais c'est la volonté de Jacques Toubon de tenir le projet. Je me souviens, pour avoir vécu cette période. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne souligne jamais assez, c'est combien les institutions muséales sont des institutions incarnées. Et que le discours est fondamental, la logique de la collection, bien sûr, c'est fondamental, la logique du lieu, c'est fondamental, j'y reviendrai tout à l'heure dans mon intervention, mais que ces institutions existent, se développent parce qu'elles sont aussi incarnées et portées par des hommes et des femmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est rarement dit et qui n'est pas du tout de ma part une pensée, comment dirais-je, qui serait tournée vers la profession des conservateurs, parce qu'en l'occurrence, Toubon est un homme politique, et ça, c'est pas ce que je veux dire, mais en tous les cas, il faut avoir à l'esprit que sans ces personnes-là, les institutions muséales n'existent pas non plus. Et si je dis ça, c'est parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'elles sont toujours fragiles. Elles n'ont que 220 ans. On est ici dans un centre qui s'appelle Dominique Vivant-Denon, c'est ça? Si je ne me dis pas de bêtises. Et donc, Dominique Vivant-Denon, il vivait à la fin du XVIIIe siècle, c'est pas il y a 5000 ans, c'était simplement il y a 220 ans, c'est très peu de temps. Et donc, ces institutions du musée sont fragiles. Et donc, l'apport de l'humain est absolument fondamental. Et c'est certainement quelque chose, me semble-t-il, qui manque souvent dans les études muséales, entendues au sens d'ensemble. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir évoqué ce point de vue-là. C'est tout à fait vrai, Dominique pointe quelque chose de très important. C'est vrai qu'on a une tendance naturelle à penser à l'humain du côté des publics, ce qui est tout à fait légitime et normal. Or, et je pense, et c'est vrai que moi, c'est ma tendance naturelle de parler des gens avec qui je travaille et de parler des gens avec qui j'ai travaillé. En fait, en effet, les institutions, elles aussi, sont vivantes et elles n'existent que parce que les gens qui y travaillent les portent. Et parfois, en effet, des gens peuvent renverser la tendance. En l'occurrence, et en effet, et je le dis à chaque fois que j'en parle, Jacques Toubon a réellement sauvé ce musée de la fermeture. Parce que c'était un musée auquel il croyait, parce qu'il savait qu'il y avait la société civile derrière lui, mais dans une lutte de tous les jours pendant 2 ans. Et voilà, là, je parle d'un cas grave, dramatique, enfin même quasiment dramatique. Enfin, il faut imaginer ce que ça a été pour les équipes. J'y étais pas, en l'occurrence, moi, mais après, voilà. Après, on voit dans plein d'autres cas positifs où on voit à quel point, effectivement, des musées peuvent être transformés par des gens des équipes. Souvent pas, en l'occurrence, là, je parle de Toubon parce que c'était lui, mais c'est jamais seul, en fait. Voilà, des équipes qui arrivent et qui croient. Enfin, il y a vraiment, et c'est vrai que tu as raison. Je pense. C'est pour ça aussi que je parlais des métiers et de cette importance aussi de la façon dont on construit nous-mêmes nos métiers, parce qu'en effet, ce sont des institutions vivantes au sens propre et effectivement portées, y compris par des gens. Je suis désolée, il faut vraiment que je vous quitte.